dernier dans la région de Tillabéri. Les obsèques ont eu lieu ce matin en présence du président de la République, Issoufou Mahamadou. Sortis de la première promotion des étudiants en master professionnel de l'Institut Élite, ils ont défendu leur mémoire ce matin à la grande satisfaction du fondateur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 9 éléments de force de défense et de sécurité du Niger ont été tués jeudi dernier par des terroristes dans la région de Tillabéri. Leurs obsèques ont eu lieu ce samedi à la morgue de l'hôpital national de Niamey. C'était en présence du président de la République, Issoufou Mahamadou, des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, des parents, amis et connaissances, mais aussi c'était en présence de plusieurs autres invités, parmi lesquels Ibrahim Tikere et Sadou Doumi. Par ses obsèques nationales, le Niger rend un dernier hommage aux 9 agents des forces de défense et de sécurité tués le 30 octobre 2014 lors de la triple attaque menée par des terroristes qui a eu lieu dans le département de Oualam. En ce 1er novembre 2014, c'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a présidé la cérémonie d'hommage à nos vaillants soldats. Tombés au champ d'honneur, les 9 agents des forces de défense et de sécurité ont été élevés au grade supérieur à titre posthume. Il s'agit de nos médaillés, brigadier chef de paix, matricule 62 174, Abdoulaye Yacoub, brigadier de paix, matricule 80 030, Maman Moustapha Issoufou, gardien de la paix, matricule 83 762. Mohamedou Mokhtar Batouré Bachiri, gardien de la paix, matricule 105 488. Seydou Abdoulaye Mamoudou, gardien de la paix, matricule 105 719. Maréchal de logis de la garde nationale du Niger, Gado Alaji Tawai, matricule 83 353. Garde nationale, Souleymane Marou Sabou, matricule 86 954. Gendarme de 2e classe, Mohamed Assouman, matricule 4601. Gendarme de 2e classe, Moussa Mahaman Ouelazan, matricule 4615. Vous avez trouvé la mort au cours des attaques simultanées à la maison d'arrêt de Oualam, camp des réfugiés maliens de Mangaïsé et la patrouille régionale de Tillabéri, perpétrées par des éléments terroristes. Vous êtes les victimes d'actes d'une violence inouïe, intolérable et inacceptable. Je voudrais vous dire ici, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, que votre tragique disparition afflige profondément le peuple nigérien. Vous êtes tombé au champ d'honneur. Vous avez fait preuve de dévouement à la patrie, de courage et de générosité caractéristiques de votre métier. Incontestablement, la République du Niger et son peuple retiendront que vous les avez servis avec abnégation, courage, humanisme et professionnalisme, qualité exceptionnelle que vos frères d'armes vous ont toujours reconnue. Agents des forces de défense et de sécurité, vos noms seront inscrits en lettres d'or sur le registre de l'histoire de la famille des forces de défense et de sécurité qui reconnaît en vous ses dignes fils. Le Niger a perdu 9 de ses fils dans la lutte contre l'insécurité. L'heure est donc à la vigilance pour combattre ces bandits sans foi. Au lendemain de cette douloureuse perte, j'exprime à nouveau, au nom du président de la République et du gouvernement,
notre détermination à continuer à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire et partout où les droits de l'homme et les libertés sont menacés. Pour ces nobles causes, la volonté du Niger ne faiblira pas et je reste convaincu que la détermination des forces de défense et de sécurité sera à la hauteur de nos attentes. Agents des forces de sécurité et de défense émérites, aujourd'hui rappelés à Dieu, la nation nigérienne vous sera éternellement reconnaissante. Après l'oraison funèbre lue par l'inspecteur de police Sanda Issoufou, le chef de l'État Issou Mahamadou s'est incliné devant les 9 dépouilles habillés aux couleurs nationales, puis adresser ses condoléances et réconforter les familles des martyrs. Le cimetière musulman a constitué le dernier acte de ces obsèques nationales des 9 agents des FDS tombés au champ d'honneur. Que leur âme repose en paix. Amin. Amin Ibrahima Tikiri. Cap à présent sur le Burkina Faso. Yacouba Isaac Zida, c'est le nom du nouvel homme fort du Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Zida a été désigné ce jour pour diriger le pays après la démission du président Blaise Compaoré. Donc c'est la fin de la confusion qui régnait depuis hier. Après des heures de confusion à la tête de l'État, l'armée a tranché. Elle apporte son soutien au lieutenant-colonel Zida, qui s'était proclamé chef de la transition vendredi soir. Le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Cette période de transition, dont la forme et la durée seront déterminées ultérieurement, de concert avec toutes les composantes de la vie nationale. Avant lui, un autre haut gradé avait revendiqué le pouvoir, le chef d'état-major des armées, Honoré Traoré. Lui aussi soutient désormais le colonel Zida. L'armée burkinabé affiche donc son unité, reste à rassurer une partie de la jeunesse, inquiète de voir sa révolte confisquée par les militaires. Le nouvel homme fort du Burkina Faso leur lance un appel. À la jeunesse du Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues. Première mesure annoncée, la réouverture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. Quant au président déchu Blaise Compaoré, il se trouve en lieu sûr. Il a trouvé refuge avec sa famille à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Et en partie magazine de ce journal, vous retrouverez comme annoncé hier le président de l'ONG Démocratie 2000, Ali Chekou Ramadan, sur la situation justement au Burkina Faso après la démission du président Blaise Compaoré. Rendez-vous donc en fin du journal. Retour au pays avec la situation socio-politique du Niger qui était au centre d'une communication ce matin du président de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR. Maman Ousmane a évoqué entre autres points la situation politique, la crise au sein de son parti CDS Rahama et le décès des éléments des forces de défense et de sécurité. Le résumé avec Youssouf Omar et Sadou Doumi. Presque tous les événements politiques que le Niger connaît actuellement ont été évoqués par le président de la RDR dans un message de 13 pages qui a duré plus de 40 minutes. Un des points du message sur lequel Maman Ousmane s'est attardé, c'est l'achat des consciences de leurs militants au profit du PNDS Taraya. 3 formations politiques font l'objet de démantèlement par le chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Il s'agit essentiellement du MNSD Nassara, du Modène Loumari et du CDS Rahama, en attendant les autres. Tous, comme par hasard, des partis membres de l'opposition. L'objectif inavoué du chef de l'État vise le contrôle des instances dirigeantes de ces partis par des mercenaires politiques qui sont à sa solde. Le résultat escompté étant de faire croire à l'opinion internationale qu'il a un soutien massif du peuple nigérien, une manière de justifier un probable coup de force électoral en perspective. Le régime, conscient que le
processus de concassage des partis politiques n'a pas produit les effets escomptés, car les bases de nos partis respectifs sont restées soudées comme un seul homme. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, passe à une vitesse supérieure en fortifiant son macabre plan de démolition des partis membres de l'opposition à travers notamment le harcèlement des leaders des partis politiques de l'opposition. Le président Ousmane est revenu également sur la crise au sein de son parti, le CDS-RAM. En ce qui me concerne, après avoir essayé de me traîner dans la boue dans certains organes de presse, brandissant, entre autres, l'affaire dite Taïwan, datant d'une vingtaine d'années, et croyant donc que plus personne ne pouvait plus peut-être s'en souvenir, et que moi-même, je ne pouvais plus disposer des éléments que j'ai pu exhiber à la presse. Le régime s'est rabattu par la suite sur le conflit interne au CDS-RAM. C'est ainsi qu'il s'est arc-bouté derrière le déclenchement par les dissidents à sa solde d'une procédure de levée de mon immunité pour, prétend-il, refus d'obtempérer et jet de discrédit relativement à une décision de justice sur le conflit interne au CDS-RAM. Pourtant, nous avons à notre possession l'arrêt numéro 150 rendu par la Cour d'appel de Niamey qui en fait mettait un terme définitif à ce conflit interne au parti. Notre pays, le Niger, ne mérite pas ce sort dans lequel l'a délibérément plongé le pouvoir polémique du président Issoufou Mahamadou. Il est donc temps, grand temps, d'extirper le mal en disant non à la tentative de confiscation de la souveraineté du peuple par M. Issoufou Mahamadou. Pour les 9 forces de défense et de sécurité tuées à Walam et à Mangaïsé par des éléments terroristes, l'ARDR, toujours dans son message, a présenté ses condoléances aux familles des victimes, au président de la République, à la gendarmerie, à la garde nationale, à la police nationale. Journée d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur le droit à la santé ce matin. Objectif à contrecarrer la maladie à virus Ebola et pouvoir doter aussi le Niger d'une loi de protection sociale. Précision Nasser Dantoufo et Chebou Guissou. À travers cette journée, la coordination nationale de la plateforme des organisations de la société civile sur la protection sociale entend s'organiser en coalition afin de se munir de tous les mécanismes essentiels de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Par rapport à la pandémie d'Ebola, bien que le Niger soit exempté jusqu'à présent des cas de virus Ebola, nous avons jugé nécessaire et utile quand même de mettre en place une coalition de la société civile pour mener des activités de prévention sur la maladie à virus Ebola au Niger. C'est la deuxième journée dans ce sens et nous avons eu l'opportunité et la chance d'être intégrés dans le dispositif national à travers 2 représentants au nom des ONG et associations des secteurs de la santé dans le programme, dans le comité interministériel de lutte contre la maladie au virus Ebola au Niger. Le Protexo est revenu sur les difficultés que rencontrent les organisations et associations du secteur sur l'exonération des taxes et la nécessité d'une loi de protection sociale au Niger. Comme vous le savez, le protocole d'accord type permet aux ONG et associations nigériennes et même internationales de bénéficier d'un certain nombre d'avantages en termes d'exonération, puisque ça permet de réduire les coûts et les charges de certaines interventions. Donc l'État exonère un certain nombre de matériels, dont des équipements comme la logistique, qui permet quand même à ces ONG de s'acquitter valablement de leur mission. Voilà. Et depuis un certain nombre de temps, ce protocole d'accord type est en souffrance parce qu'il y a un refus systématique d'octroyer des exonérations aux ONG nationales. La seconde étape était
d'arriver à l'adoption d'une loi sur la protection sociale qui puisse mettre la population nigérienne et en particulier les groupes les plus vulnérables les protéger contre les risques de vulnérabilité en leur garantissant le strict minimum de droit à l'accès à l'alimentation et à la santé. D'après les données du Protexo, c'est moins de 3% de la population active du Niger qui bénéficie d'une couverture de sécurité sociale. Cérémonie de remise des attestations de diplômes et prix aux meilleurs élèves ce matin dans le locaux de l'Institut pratique de santé publique. IPSP s'est classé 3e à l'examen de certification de santé édition 2014. Le temps fort de cette cérémonie avec nos reporters Adam Soumana et Khalidou Bourema. Je le disais, cérémonie ce matin donc de remise des attestations, des diplômes et prix aux meilleurs élèves ce matin dans le locaux de l'Institut pratique de santé publique. IPSP s'est classé 3e à l'examen de certification de santé édition 2014. Le temps fort de cette cérémonie avec nos reporters Adam Soumana et Khalidou Bourema. Après un examen de certification en santé passé en septembre dernier avec brio, l'heure est à présent la remise des attestations et différents prix au niveau de l'Institut pratique de santé publique IPSP. Occasion pour le directeur général de louer les prouesses des élèves et étudiants à cet examen, au cours duquel l'IPSP a ravi la vedette aux écoles et instituts privés de la santé du pays. Ce qu'il faut surtout retenir par rapport à ces admissions, si je dois faire une petite analyse, c'est qu'il y a beaucoup de porteurs de tenues qui se sont distingués au niveau de cet examen, qui sont à l'IPSP. Je veux dire des gendarmes, des gardes nationaux, mais aussi des Béninois et des Tchadiens, parce qu'il faut préciser les choses. Il n'y a rien à cacher ici. Donc c'est le lieu pour moi de féliciter et de remercier les enseignants, qu'ils soient permanents ou vacataires, parce que sans eux, ce travail ne sera pas abattu. C'est le lieu aussi de remercier les parents d'élèves et les élèves ici pour la confiance qu'ils continuent à avoir à l'IPSP. Et surtout de dire à nos récipiendaires toutes nos félicitations. Et nous espérons que, comme vous l'avez fait au niveau de l'examen, vous allez vaillamment représenter l'IPSP sur le terrain du travail. A noter que c'est l'IPSP d'Agadez qui s'est distingué avec 100% de réussite. Quant à Maradi et Niamey, le taux de réussite est de 94% dans les 4 sections, à savoir agents de santé de base, infirmiers diplômés d'État, sages-femmes et laboratoires. Ainsi, le premier prix ASB revient à Zenabou Boubacar. Les récipiendaires n'ont pas tari d'éloge à l'endroit de l'IPSP. Pour ce qui est de l'enseignement, vraiment je dirais que j'ai été très satisfait parce qu'on a eu de très bons encadreurs. Ils nous ont soutenus dès au début jusqu'à la fin. Ils nous ont vraiment donné des conseils et ils nous ont très bien vraiment enseigné. Ils nous ont donné vraiment tout le maximum possible de leur part. Je suis très fière, je suis contente et puis en fin de compte on arrive à finir nos 3 ans dans la sérénité, tout ça. Là. Merci beaucoup en tout cas. Chapeau à IPSP. En tout cas, on est heureux. Ça, c'est l'IPSP. C'est déjà seulement qui arrive à faire ça. On est content pour lui, on l'encourage à faire mieux, puisqu'un jour, on espère arriver au premier rang. Ce sont près de 240 agents prêts à exercer dans le métier de la santé que l'IPSP vient ainsi d'offrir, rien que dans la région de Niamey. Des agents qui ont d'ailleurs prêté serment en ce sens. Devant Dieu, en présence de cette assemblée, à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de ma famille que la pratique de mon service me ferait connaître. J'aiderai de mon mieux et loyalement les autres personnels de la santé dans leur travail et me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Je le jure. Du courage donc et bonne chance dans vos carrières professionnelles.
Début de soutenance de la première promotion des étudiants en master professionnel en sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Institut Elita. 5 étudiants ont passé leur soutenance ce samedi de l'Institut Elita. C'était à l'ENAM et c'est sous une note de satisfaction totale que les candidats ont vraiment défendu leur mémoire. Asmana China et Aboubakar Soleil. La toute première à passer devant le jury, Madame Khadija Salifou Omar Tanko, qui a soutenu sur le thème évaluation de l'effet d'une intervention nutritionnelle de prévention de l'anémie en milieu scolaire dans 3 communes du département de Myria, dans la région de Zander. La candidate a fait un travail bien apprécié par le jury et qui lui a valu une note de 15 sur 20. Les sentiments de Madame Khadija sont d'une grande satisfaction. C'est un sentiment de joie qui m'anime, je ne peux l'expliquer. Après vraiment combien d'années de lourd labeur et puis on vient à la fin, je me dis que vraiment je n'arrive pas à m'exprimer. Vraiment c'est une immense joie que j'ai là, vraiment d'avoir à voir la fin de cette formation et surtout la fin de la soutenance. Je me dis j'ai un ouf vraiment. Ça a été une idée lointaine. J'avais eu à faire une licence à laboratoire et depuis le laboratoire, j'ai eu à produire un document sur les valeurs nutritives sur le Moringa oleifera, Copto. Et c'est de là que l'intervention du côté de la malnutrition m'a beaucoup impressionné. J'ai dit pourquoi ne pas lancer dans le domaine de la nutrition. Et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de faire un master en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le fondateur de l'Institut L'Élite de Niamey se réjouit de cette première expérience qui a porté ses fruits. Je remercie Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a d'abord inspiré d'entreprendre l'initiative, qui nous a aidé à identifier les bonnes personnes pour nous accompagner dans la mise en œuvre de notre projet, pour nous avoir assistés tout au long de ces 2 années et demie et pour nous avoir permis de voir aujourd'hui les premières soutenances. Sur une quinzaine d'étudiants inscrits, 5 vont aujourd'hui soutenir leur mémoire. Et par la grâce de Dieu, la première soutenance a donné une très bonne impression. Une très bonne impression sur le niveau et la qualité de la formation. Une très bonne impression sur le niveau de l'apprenant qui s'en-tire pas mal avec 15 de moyenne. Et une bonne impression sur la qualité des membres du jury qui ne sont pas allés avec le dos de la cuillère et qui ont vraiment dit en toute objectivité ce qu'ils pensent du travail. C'est donc une satisfaction totale que l'Institut L'Élite de Niamey est initié de former, d'offrir cette formation unique au Niger, unique de la sous-région, sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec 4 parcours. Ces premiers résultats sont un bon signe qui motive les fondateurs de l'élite à faire davantage pour une formation de qualité, pour ainsi montrer à la face du monde qu'au Niger, il y a aussi des compétences. Bon vent donc à l'élite. Culture et consolidation de la paix, le dialogue interreligieux comme vecteur de la paix, tel est le thème d'une session de conférence débutée ce matin au centre de la mission catholique Siloé. 2 jours durant, les leaders religieux de la commission des relations islamo-chrétiennes vont édifier les participants, nous précise Michel Djedji et Ibrahim Abdou. L'ordre que Dieu donne à Abraham pour qu'il se détache de toutes les croyances qui l'entouraient, le polythéisme qui l'entourait. Non, je te mets à l'écart et va là où je te montrerai pour être fidèle à moi qui suis un Dieu unique. C'est par un rappel historique fait à la lumière des enseignements de la Bible et du Coran que cette conférence a été organisée. Un seul but, raffermir les liens de fraternité et d'amitié qui s'imposent aux adeptes de ces 2 religions dans un contexte de plus en plus marqué par des violences interreligieuses. On ne peut pas y arriver si nous ne comprenons pas qu'est-ce que le dialogue. C'est-à-dire non seulement avec les chrétiens et les musulmans, mais tout d'abord qu'ils soient en mesure de cultiver le dialogue dans leur propre vie, que ce soit au travail ou bien dans leur famille, et ensuite par cela avoir cette habitude du dialogue qui peut nous amener jusqu'à dialoguer dans nos religions et pourquoi pas dans notre politique.
Un musulman n'a pas de problème à vivre avec un non-musulman, quel qu'il soit. Même s'il ne croit pas du tout en Dieu, l'islam lui donne la ressource nécessaire, la force nécessaire pour pouvoir vivre en paix, en harmonie avec ce monsieur. À plus forte raison, si c'est quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle les gens du livre, c'est-à-dire chrétiens ou juifs. Nous avons des choses en commun. Ici, dans ce pays, chrétiens et musulmans ont toujours vécu en harmonie. Il n'y a jamais eu d'histoire, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de provocation, il n'y a jamais eu de mort d'homme. Donc, vraiment, on n'a pas beaucoup de problèmes en tant que musulmans paisibles au Niger, en tant que chrétiens paisibles, on n'aura pas du mal à continuer ensemble et à montrer un exemple au reste du monde. Pour nous, il faut renforcer les capacités des gens pour qu'ils arrivent à connaître ce que disent les deux religions par rapport à la paix, par rapport à la tolérance, mais aussi à ce que les gens arrivent à internaliser le message pour qu'à chaque fois dans leur vie, dans leur comportement quotidien, qu'ils bannissent la violence et qu'ils parlent toujours de la paix, de la tolérance. Cette série de conférences débats qui prendra fin ce dimanche est également une occasion pour les participants d'être édifiés sur plusieurs autres thèmes spécifiques ayant trait aux recommandations de ces deux religions sur le mariage mixte, le bon voisinage, l'amour du prochain qui qu'il soit, la culture du bien-être commun et l'entraide. Direction région des Anders, manifestation à Tanout dans la région des Anders le jeudi dernier. La population de ce département s'est mobilisée pour empêcher le transfert d'un groupe électrogène qui alimente le département dans une autre destination, comme nous précise Abdurrahman Sadissou, un des acteurs de la société civile de Tanout, joint au téléphone cet après-midi. Le problème, c'est tout simplement une situation qui est née quand la population a observé le pointage de deux véhicules dans l'enceinte de la centrale électrique de Tanout et vraisemblablement les deux voitures avaient l'objectif de prendre le moteur destiné à alimenter la ville de Tanout. La population s'est mobilisée tout simplement pour un peu contrecarrer cette action. Prendre le moteur pour quelle destination? Là, c'est la question que chacun se pose et toute la population pose cette question. Et vous n'avez pas eu des explications de la part des responsables de la centrale? En tout cas, nous voulons que vous puissiez les toucher centrale, parce qu'un véhicule ne peut pas venir de lui-même comme ça. Il faut sûrement une autorisation. Quelle est la réaction de la population de Tanout? La réaction, comme toute autre réaction de n'importe quelle population, c'est de défendre bien. C'est tout. Donc la population s'est mobilisée par rapport à ça pour tout simplement essayer de garder ce qui lui appartient. Et je vous assure, la mobilisation a été grandiose. L'événement a été de courte durée. Pour nous, le groupe électrogène destiné à la population de Tanout doit être conservé dans la ville de Tanout logiquement pour desservir la ville de Tanout. Est-ce que vous êtes adressé aux autorités locales au niveau de Tanout pour exposer le problème? Les autorités sont au courant de ce qui est en train de se passer. Dans tous les cas, les autorités aussi sont concernées par ce problème parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2012-2013, la population de Tanout a vécu des instants très douloureux. Nous avons connu des situations de délaissage terribles. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de ce groupe électrogène, on ne peut pas qu'on retourne dans la même situation. L'édition 2014 du Hajj s'est achevée au Niger. L'heure est à présent au bilan. Cette année aussi, quelques problèmes ont entravé le bon déroulement de l'organisation. Des problèmes de transport de pèlerins s'est posé. La télévision Labari propose ce grand dossier sur le Hajj 2014. Cinquième pilier de l'islam, le Hajj est recommandé à tout musulman ayant le moyen. Cependant, au Niger, pour l'accomplir, c'est un véritable parcours de combattant. Il n'y a pas un Hajj sans problème. Seulement, il faut savoir l'apprécier. Les gens veulent trop polémiquer sur l'avionneur, sur le coho et même sur les agences. On ne peut pas tout parfaire. Les problèmes ne manquent pas de l'organisation du Hajj. Chaque année, c'est presque les mêmes problèmes qui se posent. Il est grand temps pour chercher à résoudre ces problèmes définitivement. On ne peut pas écarter quelqu'un qui a ses passagers
pour négocier à sa place. Le problème du coût du billet, ça c'est un problème crucial. On veut à ce que et le commissariat du Hajj, et les partenaires aériens, et les agences, qu'ils s'assoient ensemble, discuter par rapport au coût de maintenant. Il y a une défaillance au niveau du Congo et au niveau des avionneurs, parce qu'ils ont signé un contrat, les avionneurs et le Congo, nous avons fait seulement une contre-signature. Donc le contrat n'a pas été respecté tel que. Chaque année, l'organisation du Hajj au Niger rencontre des problèmes particuliers. Cette édition n'a pas fait l'exception avec le retard accusé de l'acheminement de pèlerins, ce que dénoncent les responsables d'agences de voyage. On a voulu, à ce que même s'il y a eu un contrat direct entre le COHO et l'avionneur, qu'il y ait un autre contrat entre l'agence et l'avionneur en fonction du délai que l'agence devrait rentrer en Arabie Saoudite à Médine. Nous collectons l'argent de nos pèlerins et nous le versons aux organisateurs, le COHO. C'est à eux donc de voir les compagnies aptes à transporter les pèlerins. Dans les négociations financières, vraiment là, l'État il doit être vraiment un arbitre. On peut abuser de la compagnie comme la compagnie peut abuser. S'il n'y a pas un arbitre, s'il n'y a pas un juge, mais qui va trancher? Qu'est-ce qui est en train de gâter les Hajj nigériens? C'est le problème du transport. Tant qu'on ne laisse pas le COHO décider indépendamment, tant que l'homme politique cherche à protéger les intérêts de X ou protéger les intérêts de Y, on va toujours avoir des problèmes de transport. Une situation qu'on pouvait pourtant éviter, mais qui a causé beaucoup de tort. Les responsables d'agences de pèlerinage pointent du doigt les organisateurs. Depuis le temps, nous avons décrété de nous laisser faire notre contrat, les agences et les avionneurs, de nous laisser faire notre contrat à nous. Il y aura beaucoup d'avantages que eux, les COHO, nous empêchent d'avoir au niveau des avionneurs. Maintenant, vous voyez, le Hajj est fini et présentement, au niveau de Nantes, nous on sait qu'on a presque 25 tonnes de bagages qui ne sont pas venus. Le reliquat de nos passagers aussi sont venus par Ethiopian Airlines. On ne sait pas par quel miracle. Le retard qu'on a accusé dans la phase transport nous a causé des pertes inestimables. C'était prévu que les vols allaient commencer le 13 du mois passé, mais il a fallu le 25 pour que le premier vol décolle. Pendant 14 jours, on prenait en charge nos pèlerins environ 500 000 à 600 000 francs par jour. Pour l'édition 2014 du Hajj, le problème qui a plus bouleversé les agences de voyage et même les pèlerins, c'est le transport, du fait de l'immixtion du politique. Vous savez, le Hajj, c'est une question d'intérêt et de gros sous sont dans le Hajj. Et malheureusement, certaines compagnies, notamment des personnes, des Nigériens, ont pris le plaisir malin de partir prendre des engagements avec les Saoudiens pour leur dire qu'ils vont leur donner 100% des pèlerins nigériens, à savoir les 12 500 pèlerins. Et devant l'impossibilité du gouvernement de leur donner, de donner à Nas Air, qui est une société de droits saoudiens, de leur donner les 12 500 pèlerins, là, les Saoudiens, avec la collaboration des mêmes gens, ont bloqué les slots de certaines compagnies nigériennes. Le COHO s'est outrepassé les prérogatives qui lui ont été attribuées. On a dit qu'il doit superviser. Mais à notre grande surprise, le COHO ne supervise pas. On nous avait fait faire un carnet de santé, aptitude Hajj. Et il y a un bracelet aussi qu'ils ont confectionné pour dire qu'ils vont mettre tous les données de santé et du pèlerin. Mais on a vu le bracelet. Qu'est-ce qui est écrit? Nom, prénom, date de naissance, c'est tout. Ce que je déplore vraiment sincèrement du fond de mon cœur, c'est cette immixtion vraiment du COHO à s'accaparer de notre sou. Non, les pèlerins nous ont fait confiance. Si on laissait tout le monde aller et faire ton commerce librement, il y a beaucoup qui vont fermer. Pour les problèmes rencontrés, il faut situer les responsabilités afin de les sanctionner s'il le faut. ma'ana kuskure ne in kuskure ne ya kamata a kawo gyara in kuma da ganganci ne ya kamata a ce an ɗauki mataki. Un acte que déplore l'acteur de la société civile nigérienne, Souley Oumarou. Il y a des gens qui sont dit que c'est eux qui ont le droit de faire tout.
Et la compagnie qui doit transporter les pèlerins, cela veut dire Cabo Airways, elle a fait 7 vols, il y a eu des petits problèmes de slot, elle a dit le temps qu'on règle ça, elle a 8000 pèlerins, elle va partir les chercher. Entre les temps là, quand Cabo allait venir, ils l'ont pris près de 4000 pèlerins. Maintenant, il reste 2000 pèlerins. Mais les 2000 pèlerins là, les temps de venir prendre ça, c'est des Nigériens encore qui sont partis au ministère du Hajj débloquer Cabo pour qu'ils ne viennent pas prendre les pèlerins. Et tous ces gens là, je vous jure, tous ceux qui sont en train de se battre autour du pouvoir, aucune personne extérieure n'a sa main dans ce que l'initiative que le président a faite. Pour améliorer l'organisation du Hajj à venir, les acteurs souhaitent que le commissariat du Hajj et les compagnies aériennes là se mettent assis dans le temps pour vraiment mettre tout en ordre. On ne peut pas venir à la dernière minute corriger un problème. On ne peut pas dire que l'État se retire du choix des compagnies. Non, c'est pas ça. Techniquement, c'est l'État avec la supervision du ministère de Transport qui peut savoir quelle compagnie, quel avion nos pèlerins doivent prendre. Mieux, le commissariat chargé à l'organisation du Hajj devrait être indépendant, ajoute l'acteur de la société civile. Soit le gouvernement dissout le COHO pour laisser le ministère seulement organiser le Hajj, ou bien il accepte le travail que le COHO est en train de faire, et bien on doit le laisser le COHO libre. Eux de choisir, que ça ne va pas, on va dire que c'est eux. Cela veut dire, si aujourd'hui, avec le problème de transport là, si on a laissé le COHO faire son travail comme ça a eu des problèmes, les gens du COHO, ceux qui sont responsables de démissionner, mais maintenant ils ne peuvent pas démissionner, parce qu'ils savent que c'est à l'intérieur du régime que les gens sont en train de se jeter des pots de banane. Les états généraux de l'organisation du Hajj s'avèrent donc nécessaires au vu des difficultés qui surgissent chaque année au Niger. Pour ce faire, tous les acteurs intervenant dans l'organisation du Hajj devraient être réunis autour d'une table pour diagnostiquer et trouver le bout du tunnel pour que le Hajj ne soit plus un casse-tête pour les Nigériens. Nigeria voisin, immense déception pour les familles de 219 lycéens enlevés. La secte islamiste Boko Haram nie donc avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec les autorités. Dans une nouvelle vidéo, le chef du groupe Aboubakar Sheko affirme que les jeunes filles ont été toutes converties en islam et mariées. C'est la dernière vidéo de propagande envoyée par Boko Haram. Un document de 12 minutes où le chef du groupe islamiste, en tenue militaire, scande son discours texte à la main. C'est avec ce rire qu'Aboubakar Shekau annonce que les jeunes filles enlevées par la secte en avril dernier ont toutes été mariées et converties à l'islam. Ces 200 lycéennes seraient donc aujourd'hui livrées aux combattants de la secte. Ce qui est important, c'est vis-à-vis des combattants pour recruter, d'offrir en quelque sorte les lycéennes à ses propres combattants qui très souvent n'ont pas la dot suffisante pour pouvoir les épouser. Il y a 15 jours, le gouvernement nigérian avait annoncé leur libération et un cessez-le-feu avec le groupe islamiste. Aujourd'hui, Boko Haram affirme que c'est un mensonge. Ils n'auraient négocié avec personne, selon eux. La secte annonce également détenir un otage allemand, un homme enlevé le 16 juillet dans le nord-est du pays. Jusqu'alors, l'enlèvement n'avait pas été revendiqué. Depuis 5 ans, l'insurrection islamiste a entraîné la mort de 10 000 personnes. Voilà, je l'annonçais donc, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'entretien que nous a accordé hier le président de l'ONG Démocratie 2000, Ali Cheikhou Ramadan. L'entretien a porté donc sur la situation qui prévaut au Burkina Faso après la démission du président Blaise Compaoré. Très bonne réception.